Alors, mesdames et messieurs, je vous propose donc de poursuivre le programme de cette journée qui est consacré aux conditions d'adaptation des territoires et des villes aux défis climatiques et de réponse aux chocs contemporains avec une table ronde qui a été intitulée, alors efficacement, mais sans doute sans grande nuance, béton, année zéro, faut-il continuer à construire ? Cette question de faut-il continuer à construire, elle irrigue les deux grands débats contemporains qui sont intimement liés et pourtant trop rarement, à mon goût, connectés l'un à l'autre. Le zéro artificialisation nette, bien entendu, dont on vient de parler lors de la précédente table ronde, mais aussi la crise du logement et plus largement de l'immobilier, y compris de l'immobilier d'activité, ça a été rappelé. Cette crise de l'immobilier, cette crise du logement est à ce point systémique en France que c'est presque devenu un pléonasme. Il est vrai que, si on considère le demi-siècle de développement urbain depuis la loi d'orientation foncière jusqu'à aujourd'hui, le développement urbain s'est réalisé très majoritairement en extension géographique, autrement, enfin pudiquement appelé ainsi, en réalité en étalement. Il est vrai aussi que longtemps, ce développement urbain a très largement suivi l'économie, les dynamiques économiques et sociales, le développement des activités, jusqu'à, d'une certaine manière, lui paraître inféodé. Je parle de toutes les activités, c'est-à-dire l'industrie, le commerce, les services présentiels. La preuve évidente, c'est que ce sont les métropoles et les agglomérations soumises aux dynamiques économiques les plus intenses et qui ont disposé des plus grandes capacités ou disponibilités territoriales, les plus grandes capacités foncières, qui ont connu la croissance la plus importante. Prenez par exemple Toulouse, qui me semble être l'exemple parfait autour de l'industrie de Airbus. On peut aussi évoquer par exemple Montpellier, pour l'économie des services. Sauf que le modèle s'est un petit peu enrayé au début des années 2000 et jusqu'à aujourd'hui, parce que la relation entre dynamique économique et disponibilité territoriale, incarnée par le développement d'une offre immobilière largement structurée par la demande économique et sociale, n'est plus exclusive. Vous allez comprendre de quoi je veux parler. D'autres logiques sont apparues dans lesquelles c'est la production de l'offre qui est venue structurer la demande économique et sociale. Je pense notamment à la défiscalisation et à son zonage qui ont produit du logement dans des territoires sans demande, à Agen, à Brive, dans plein de villes moyennes. Je pense également, d'une certaine manière, à Bordeaux, où de toute évidence, le marché spéculatif outrepasse largement la demande économique et sociale. Dans ce cas, ce sont les capacités territoriales et les disponibilités foncières qui sont devenues des arguments exclusifs. Aujourd'hui, alors on ne va pas feindre de le découvrir, quand on dit aujourd'hui, ça fait déjà un certain temps, les crises écologiques et climatiques nous invitent à retrouver le lien entre demande et offre, et à reconsidérer les conséquences désastreuses de l'expansion urbaine, la destruction des espaces naturels, des terres agricoles, de l'artificialisation. De fait, les logiques et intentions de renouvellement urbain sont contenues depuis plus de 20 ans dans la loi SRU, et de nombreux territoires, notamment industriels, ont mené à bien des opérations qui sont très convaincantes en matière notamment de reconversion de friches. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se contenter d'en rester là, de rester sur ces acquis et sur ces trajectoires. On est face à l'impératif d'aller plus loin et les élus, les urbanistes doivent concentrer leurs efforts sur une notion un petit peu vague finalement, le déjà là, jusqu'à envisager de ne plus construire en extension de l'urbanisation pour certains territoires. Cela, à un moment, je fais un petit aparté où, post-crise sanitaire, on assiste à une grande révolution silencieuse dans l'économie et le monde du travail, qui ont des conséquences territoriales énormes, mais qui aujourd'hui ne trouvent pas véritablement de place dans le débat.
Donc c'est une problématique difficile qui pose des grandes questions d'aménagement du territoire. Par exemple, quand le patrimoine disponible, pensons par exemple simplement aux logements vacants, ces logements vacants ils sont situés dans des territoires de déprise économique et sociale, alors qu'à l'inverse, dans certains territoires en forte croissance économique et sociale, on va manquer d'immobilier. Alors voilà posé la question, ou en tout cas l'équation, et pour évoquer cette problématique, j'ai le plaisir d'accueillir à cette table ronde Anne Demians, si elle est arrivée, et je l'espère, Rachel Linossier, Jamel Clouche et Alexandre Monin. Alors, il y en a que je vois. Hein. Me laissez pas tout seul. Ouais, vous pouvez les applaudir effectivement. Et comme on dit souvent, les aléas du direct, donc Julien, j'en suis désolé, vous allez devoir commencer sans les deux autres intervenants. Bonjour Rachel. Bonjour Jamel. Donc on va espérer que nos deux autres participants vont nous rejoindre. Rachel, vous êtes maître de conférence à l'Institut d'urbanisme de l'Université de Lyon. Vous êtes vous intéressez notamment aux questions de renouvellement des tissus périphériques, individuels, d'activité. Jamel, vous êtes architecte urbaniste et votre agence, la UC, a reçu en 2021 le Grand Prix de l'urbanisme. Et vous êtes aussi, vous intéressez particulièrement aux questions de renouvellement urbain, de reconfiguration urbaine. Alors moi je vous propose dans un premier temps, peut-être Rachel, que vous nous expliquiez à l'échelle ville, quartier, pourquoi, selon vous, l'intensification urbaine demande, c'est un véritable aggiornamento dans les pratiques et une remise à plat de tous les héritages de l'urbanisme précontemporain, notamment fonctionnaliste, les zonages qui structurent encore aujourd'hui les plans locaux d'urbanisme. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais essayer effectivement de peut-être remettre en perspective les débats d'aujourd'hui. Et en tout cas, en préambule, alors, je suis arrivée en cours de route là, pendant la table ronde précédente, mais je constate avec espoir que notamment la question des activités économiques se pose enfin de façon concrète dans la production de la ville, où se repose en tout cas de façon... on voit que ça pose problème, mais bon, j'y reviendrai peut-être. Alors effectivement, peut-être pour remettre en perspective un peu les enjeux, les défis qui s'offrent à nous aujourd'hui, rappeler, mais là je pense qu'on en a tous, on connaît déjà cette histoire, le fait que l'urbanisme contemporain est dominé, peut-être enfermé dans un modèle fonctionnaliste de production de la ville, selon lequel, de façon un petit peu triviale, une fonction correspond à une surface dédiée et une pluralité de fonctions, puisque la ville c'est une pluralité de fonctions, correspond à une pluralité de surfaces juxtaposées, correspondant chacune à une fonction, et on s'arrange en fait depuis bientôt un siècle pour produire nos villes, nos espaces, plus largement nos espaces de vie selon cette logique. Moi, ce qu'il me semble, c'est qu'on doit changer de lunettes par rapport à ce modèle, le bousculer. Et c'est pour ça que encore une fois, ce que j'ai entendu juste auparavant me semble de bon augure par rapport à cet enjeu-là. Pour rappeler brièvement qu'est-ce que ce modèle fonctionnaliste suppose et quelles sont finalement ses limites aujourd'hui, il s'inscrit finalement dans tout l'enchaînement de la production de la ville, depuis la planification jusqu'à la conception et à la réalisation, à la commercialisation, même je dirais, des espaces urbains,
C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, on parlait, je crois que c'est Timothée qui évoquait le défi autour des PLU. Bonjour. On est aujourd'hui enfermé concrètement quand même dans une logique, notamment pour les autorisations de construire, de 5 destinations, elles-mêmes subdivisées, donc au total 20 sous-destinations qui finalement cadrent dès le départ qu'il s'agisse, encore en logement, il n'y a pas 36 destinations, en gros il y a du logement normal et du logement de type hébergement, mais quand on s'intéresse notamment aux activités économiques, alors là il y a près d'une quinzaine de sous-destinations. Donc, bref, dans ce cadre juridique, on a de fait des programmations opérationnelles qui restent très cloisonnées, très typées, normées, on pourrait dire, hein, et en termes de contenu et même de conception formelle. Alors, il y a eu une grande vague passée quand même aujourd'hui des opérations monofonctionnelles. Hein, on avait des zones industrielles, des zones de logement, etc., des lotissements pavillonnaires. Et on continue d'ailleurs, pour une large part, à produire sous cette forme-là. Alors, moins en extension désormais, mais c'était quand même le modèle. Et on a quand même pu introduire de la plurifonctionnalité avec le temps. Bref, aujourd'hui, ce qui coince aussi, c'est qu'on a un modèle urbain voilà, qui est ce qu'il est, mais qui repose aussi de fait sur un modèle économique qui fonctionne aussi selon des marchés très segmentés. Et vous l'avez évoqué auparavant aussi, avec les écueils que ça comporte, quoi. C'est-à-dire que, et vous l'avez rappelé aussi, avec aussi des logiques de production de logements où on n'en a pas besoin, de bureaux dont on sait qu'ils ne trouveront pas preneurs, parce qu'on est dans des modèles qui produisent de la forme aussi vraiment standardisée. Et je dirais, ce modèle, il a fonctionné, il a été plutôt efficace en période de croissance, d'abondance foncière. Aujourd'hui, on se rend bien compte, enfin aujourd'hui, c'est pas tout neuf hein, non plus, que certes, il s'est réinventé, il s'est presque raffiné en contexte de renouvellement, en bénéficiant aussi des gisements de friches, de libération de certains fonciers, notamment avec le combo densité, mixité fonctionnelle. Alors, comme je disais, la mixité, c'est pas un mal en soi, mais peut-être qu'aujourd'hui, il faut arriver à sortir de cela, parce qu'on voit qu'il y a des risques de surproduction, il y a des risques d'obsolescence aussi, liés à cette hyper-spécialisation qui crée aussi une rigidité d'usage, une rigidité foncière. Enfin, il y a vraiment un enchaînement là, on voit qu'il y a quelque chose, enfin, moi, il me semble, à faire sauter. Donc, d'où l'idée, alors je ne suis pas la seule à le porter, d'autres l'ont porté avant moi, de plutôt aborder les choses autour d'une logique d'intensification, et peut-être pas seulement de densification, et pas forcément d'intensification des formes, enfin, c'est-à-dire on sait faire démultiplier, empiler, juxtaposer toujours plus de surface, voire en mélangeant les fonctions, se poser peut-être la question aujourd'hui des usages et du fait que ces surfaces, elles peuvent accueillir, alors peut-être pas toujours simultanément, mais dans le temps ou successivement ou de façon alternée, différents usages. Donc il me semble qu'il y a sans doute quelque chose à trouver là autour, et peut-être qu'on y reviendra, mais il me semble que sur ces questions finalement de sortir d'une seule logique donc d'empilement, de juxtaposition et d'essayer de combiner de façon plus fine, ça nécessite effectivement de revoir peut-être la grammaire des outils de planification, de revoir aussi les montages financiers, opérationnels, le rapport au foncier. Cette rigidité que j'évoquais, elle est quand même fortement inscrite, ancrée, si on peut dire, dans le foncier. Et c'est aussi pour ça qu'en France, ce problème se pose particulièrement. On a un rapport à la propriété foncière qui doit être réinterrogé. Voilà, donc il me semble qu'il faut changer de modèle urbain, sans doute changer aussi de modèle économique de production de la ville, jusqu'aux aspects immobiliers, je l'ai évoqué. Alors justement, et c'est pour ça, moi j'allais proposer ces logiques, alors qui sont pas, elles ont encore plein d'écueils, de foncières, aller peut-être vers du leasing urbain. Enfin voilà, je propose, je jette l'anglicisme comme ça, puisqu'on est dans une société justement de l'usage aujourd'hui. Bien, il faut que l'urbanisme adopte cette posture, il me semble. Voilà. Merci Rachel. Nous accueillons donc
Anne Demians, qui viennent de nous rejoindre, ce qui n'est pas le cas d'un peut-être retardataire et pas absent, nous verrons plus tard. Donc Anne, je vous donnerai la parole tout à l'heure. Vous êtes architecte et vous serez reçu le 18 janvier prochain, membre de l'Académie des Beaux-Arts à l'Institut de France, section architecture. Et je crois que vous êtes la première femme à avoir cette distinction. Avant de vous donner la parole, Jamel, pour rentrer un petit peu dans la question de la fabrication urbaine, notamment sur des morceaux de territoire, des morceaux de ville, est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi le renouvellement urbain est avant tout, pour toi, c'est ce que tu nous as dit dans nos échanges préparatoires, une question de stimulation des situations, ce qui, de mon point de vue, rejoint sans doute ce que vient d'évoquer Rachel, c'est-à-dire de désenclaver, de réfléchir autrement les territoires et d'avoir des approches et des logiques beaucoup plus pratiques, parfois même opportunistes, d'associer, d'agréger des fonctions, des usages qui parfois ne sont pas révélés. Bonjour. Oui, stimulation. En stimulation, ce mot il vient du mot Stimmung, qui est un mot allemand, qui veut dire atmosphère. Donc ça veut dire que stimulation, ça parle un peu d'une ambiance, d'une atmosphère, d'un environnement. Donc, donc je préfère le mot stimulation évidemment à rénovation, renouvellement, qui induisent un peu des formes un peu techniques. Et donc dans stimulation, un peu, on est dans quelque chose d'un peu plus vaporeux, ou par exemple la question du périmètre. Je sais qu'on est dans une réunion où on a beaucoup parlé de périmètre ce matin, enfin en tout cas beaucoup d'aménagement, et que la question de l'aménagement, très souvent, voilà, ça commence par quoi? Par dessiner un périmètre d'une opération d'aménagement, d'une ZAC ou autre. Et quand on parle justement d'atmosphère, la question du périmètre n'existe pas, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être plus ou moins réduit ou plus ou moins grand. Et c'est vrai que quand on a participé maintenant, il y a plus de 15 ans, non un peu moins, en 2008 ou 2009, à la réflexion sur le Grand Paris, on avait appelé notre contribution Grand Paris stimulé. Et je pense qu'à l'époque, rappelez-vous, quand on nous posait cette question, on nous posait aussi la question du protocole de Kyoto, c'est-à-dire de dessiner la métropole post-Kyoto. C'était déjà un peu les premières discussions de la métropole durable ou de la ville durable. Et donc, nous, à l'époque, on avait dit Grand Paris stimulé. En gros, on disait des choses relativement simples. On disait qu'il fallait arrêter d'étendre la ville. Et à l'époque, on avait fait une très belle comparaison. Par exemple, la tâche urbaine de Munich, en Allemagne, entre les années 50 et les années 2000, n'a quasiment pas bougé. C'est-à-dire que la tâche urbaine est restée quasiment identique. Mais entre les années 50 et les années 2000, la population a fait plus que doubler. Et dans le même temps, on avait fait le même travail sur la région Île-de-France. C'était la surface, alors je n'ai plus le chiffre, mais c'était multiplié par 5,6 ou 6 ou 7. Donc ça veut dire que, voilà, ça veut dire que ces questions-là, aujourd'hui, évidemment, il y a le ZAN, donc il y a quelque chose de... La règle vient s'imposer à nous, mais il est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens, voilà, juste ça paraissait tout à fait naturel que de dire qu'il fallait travailler sur la stimulation des situations urbaines existantes. Donc ensuite, nous, dans notre travail, on a effectivement beaucoup travaillé là-dessus. Je sais pas, là vous voyez une image d'une réflexion qu'on avait menée après le Grand Paris, puisqu'après on a été appelé à Bruxelles, ici pour Bruxelles 2040, où c'est pareil, on a montré de quelle manière un peu la ressource urbaine ou l'héritage urbain qui existait avait la capacité à produire des nouvelles configurations urbaines, des nouveaux agencements urbains et territoriaux qui étaient capables, d'une certaine manière, de répondre aux attentes, aux questions, aux désirs sociétaux d'aujourd'hui et de demain. Donc moi, la ZAN, je comprends, mais je ne comprends pas tout. Le BRS, ça a l'air super, mais je ne comprends pas tout. Mais par contre, il y a des choses que je comprends qui sont relativement simples. C'est qu'aujourd'hui, on peut faire bouger les choses. Et je suis arrivé à la fin de la première
des cas d'études. Alors j'ai cru comprendre qu'il y en a une qui était positive parce qu'on réhabilitait des friches et l'autre qui était positive parce qu'on étendait du territoire. Donc c'est fait exprès, un partout. J'avais l'impression que c'était fait exprès. Donc moi j'ai envie de dire que c'est plutôt de 1, je pense que le renouveler, stimuler, transformer l'existant, c'est quand même mieux. Même si j'ai compris que je ne le savais pas, que vous avez besoin de foncier économique. J'ai compris ça aussi ce matin. Mais en même temps, nous on travaille dans plein de territoires, mais en même temps on va voir plein de zones d'activité, on nous dit qu'elles sont obsolètes, donc je ne comprends pas tout, parce qu'en réalité elles sont un peu en friche, elles sont un peu obsolescentes, et qu'à un moment donné elles peuvent se recycler sur elles-mêmes. Donc voilà, donc, y compris dans les zones d'activité. Je me rappelle quand on a fait le Grand Paris, on avait beaucoup parlé de la Croix-Blanche. Tout le monde connaît la Croix-Blanche, hein, c'est la plus grosse zone commerciale qui est au sud de l'Île-de-France, qui est au bord de la Francilienne. Et à l'époque, on avait juste montré que dans la Croix-Blanche, dans cette zone, dans cette impensée de l'urbanisme, parce qu'on ne trouve rien sur la Croix-Blanche ou ce type de territoire dans les livres d'urbanisme qu'on nous a enseignés dans les écoles, et ben, en réalité, était en train de naître une urbanité contemporaine assez intéressante qui savait mêler de l'activité industrielle, du commerce populaire, et puis des gens qui habitaient dans des sortes de fragments entre les deux. Et donc, en réalité, on avait juste dit, donc ces territoires-là sont habitables. Et donc, sont transformables. Donc là, il y a peu de temps, j'ai vu que la ministre du Commerce va lancer tout un grand projet sur les transformations des zones commerciales. Bon, voilà, donc ça veut dire qu'on est un peu dans ce mouvement, dans cette dynamique de transformation. Et je pense que, moi jusqu'à maintenant, je sais qu'il y a pas mal d'aménageurs ici, que l'aménagement, il s'est plutôt construit culturellement sur l'urbanisme de l'extension. Hein. Je suis désolé, c'est pas une attaque, mais ça fait plusieurs décennies qu'il a bâti un peu sa culture, sa façon de faire sur l'extension. Est-ce qu'aujourd'hui, je pense que la question, moi j'ai envie de aussi poser la question à la salle, parce que vous êtes beaucoup d'aménageurs et on est incompétent devant les choses que vous connaissez, c'est de quelle manière on devient aménageur de la transformation. C'est quoi ce nouveau métier? Parce que je pense que c'est un nouveau métier. Nous, en tout cas, les architectes, on est contraints aujourd'hui, nous, à l'agence, 90% de nos projets sont des projets de transformation. Donc, on a été contraints à changer nos méthodes, à construire des vraies expertises sur ces sujets de transformation de la ville, à toutes les échelles. Mais dans le même temps, j'ai l'impression que tous les métiers de l'aménagement, pour le moment, en tout cas pour moi, c'est pas encore perceptible. Probablement qu'il y a des mutations qui sont en train de se passer, mais je pense que ça vaut le coup un peu aussi de croiser un peu l'expérience un peu des maîtres d'œuvre que nous sommes, et puis les expériences un peu des aménageurs qui, pour certains d'entre eux, opèrent sur la ville qui se transforme. Je voudrais juste dire une dernière chose, parce que ça a été aussi pas mal dit tout à l'heure. Quelqu'un a parlé, un monsieur par là-bas du DPLU, qui devait intégrer un peu cette question un peu de la transformation. C'est vrai que nous, on a la chance récemment de travailler pour 2 villes qui ne sont pas des grandes métropoles, l'une en Belgique, l'autre en France, Liège en Belgique et Annecy en France, qui ont lancé des grandes études prospectives un peu en amont de leur document d'urbanisme, pour dire de quelle façon on peut aujourd'hui traduire nos politiques de transition entre aujourd'hui et 2050. Je pense que ça, c'est des vrais enjeux aujourd'hui, c'est de quelle manière un peu les territoires se posent la question un peu du chemin qu'ils doivent prendre pour aller vers un modèle plus souhaitable, désirable, qui répond aux questions de crise climatique, mais pas que, sociale, qui s'annonce extrêmement violente, qui vient. Et moi, il y a eu toute cette vague des grandes études prospectives suite au Grand Paris, où nous, on a eu la chance, parce qu'on a fait le Grand Paris, d'être appelés un peu partout, à Moscou, à Bruxelles, au Brésil, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, toutes ces villes moyennes, grandes, Liège, c'est une ville industrielle qui est en crise, qui est en même temps une ressource en friche, en foncier, mais considérable, mais en même temps des demandes en logement considérables. Donc de quelle manière elles peuvent construire des politiques publiques
intéressantes pour répondre de façon complexe à toutes ces questions. Et Annecy, c'est un peu l'inverse. Ils ont plutôt beaucoup d'argent, mais ils subissent plutôt le côté transfrontalier, c'est-à-dire que les gens, ils habitent à Annecy, mais ils vont travailler en Suisse, parce qu'ils sont rémunérés 2 fois de plus. Donc c'est l'idée, c'est de comment garder les classes moyennes ou les classes populaires en ville, ou comment un jeune étudiant qui se forme à Annecy peut rester à Annecy, il peut vivre à Annecy, parce que sinon, aujourd'hui, la vie est trop chère. On achète à Annecy, on peut acheter des appartements à presque 10 000 € le mètre carré, donc c'est presque des prix parisiens. Mais en même temps, la nouvelle équipe élue, elle se pose la question et elle se dit, donnez-nous les clés en termes d'aménagement, des espaces publics, en termes de projets, en termes comment on fait quel chemin on prend entre 2020 ou 2022 et 2050 pour répondre à toutes les questions auxquelles on est quasi obligé de répondre aujourd'hui. Alors, tu évoquais un impensé, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de connaissance et de reconnaissance ? Je repose la question à nos 2 premiers intervenants. Est-ce que, en fait, c'est pas impensé, c'est pas vu, les friches ? Est-ce qu'il n'y a pas un regard un petit peu distancié jusqu'à présent ? Enfin, dans ce qu'on appelle friche, une friche industrielle, ça tout le monde l'identifie. Le potentiel de renouvellement d'un territoire périphérique, d'une certaine forme de banalité, c'est beaucoup moins facile à détecter sans doute. Est-ce qu'on n'a pas une conversion du regard à opérer ? C'est plus facile d'aller vers les champs de betteraves que de regarder du côté de lieux déjà habités, occupés, avec des usages. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, il me semble que la problématique de la friche, elle est peut-être déjà intégrée d'une certaine manière dans les grandes villes, dans certaines régions qui ont connu la désindustrialisation. Aujourd'hui, notamment, elle surgit d'une certaine façon avec les zones commerciales et des mutations assez rapides sur les dernières années des activités commerciales dans des territoires qui jusque-là justement n'avaient pas de friches et ne se projetaient effectivement qu'en développement, donc en extension. Il me semble, oui, que la question de la friche, tout dépend en fait du contexte territorial, des régions, des positions aussi à l'intérieur des grands ensembles métropolitains. C'est quand même une ressource qui est largement mobilisée et maîtrisée, qui est inscrite dans les modèles justement, dans les modèles de production de la ville ou de renouvellement justement urbain depuis plusieurs décennies dans certains territoires. Dans d'autres, c'est une nouvelle culture, oui, parce qu'elle apparaît. Alors, c'est peut-être pas d'ailleurs les mêmes types de friches. Elles sont peut-être d'ailleurs plus simples à remobiliser, parce que la friche commerciale, on peut supposer qu'elle est moins polluée que la friche industrielle, que le terrain qui a accumulé un siècle ou deux d'effluents divers. Bon, voilà, mais... Tu veux dire un mot ? On accueille Alexandre Monin, qui est philosophe, qui est professeur à l'École supérieure de commerce de Clermont-Ferrand et notamment du master stratégie et design pour l'Anthropocène. Mais avant de vous poser une question, donc Anne, est-ce que vous pourriez... vous avez plusieurs opérations qui ont consisté en de la reconfiguration, reconquête de friches, réemploi de bâtiments, notamment celui que nous allons voir, j'en suis certain, l'opération Black Swan à Strasbourg. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi, et selon vous, parce que vous êtes très engagé aussi sur cette question-là, la réversibilité des bâtiments doit devenir la norme ? Alors pourquoi et comment la réversibilité des bâtiments doit et va devenir la norme ? Alors, au préalable, en tout cas, les interventions de mes 2 collègues de table ronde me donnent l'occasion justement de parler en fait sur la question de la prospective
qui est un sujet, je pense, qui nous réunit tous, c'est comment, entre recherche théorique et recherche appliquée, on atterrit. Parce que vous avez très bien posé l'un et l'autre, en fait, les problématiques sur comment développer la ville de demain et pourquoi. Tout simplement parce qu'on est arrivé au bout d'un système, effectivement. Et je pense que la question de se poser la question de... On ne peut plus avoir le même schéma de construction, enfin déconstruction, construction, déconstruction, construction, qui fait qu'on a une durée de vie des bâtiments quand même hyper faible. Je réponds à votre question. Et qui m'a posé question dès des années du début 2000, mais que j'ai pu mettre en application sur quelques projets, notamment à Strasbourg, que je vais vous présenter, parce que j'aime bien mêler en fait recherche théorique et recherche applicative pour justement essayer de voir ce qui bloque en fait le système et comment on pourrait identifier en fait ce qui nous permettrait, parce qu'on appelle tous de nos voeux effectivement d'arrêter de construire sur les terres vierges, de compacifier la ville et de faire en sorte que, parce que je pense que depuis alors qu'il y a des décisions au niveau international qui peinent à se mettre en place, comment nous, d'un point de vue régional, on arrive à trouver quelques solutions. Et surtout qu'on arrive à recréer un peu le désir des habitants par rapport à la question de la densité. Parce que le rêve actuel, parce que comme en fait un des fiascos de l'urbanisme actuel, c'est que les gens rêvent d'une maison individuelle. Encore aujourd'hui, hein, on a battu les records l'année dernière en construction de maisons individuelles. Donc c'est que bien on n'a pas su créer en fait cette désirabilité de la ville de demain. Donc bon, moi je vais prendre cette opération en exemple. De toute façon, ça tombe bien puisque c'est une ancienne friche industrielle en cœur de ville à Strasbourg. Et il s'agissait de relier, parce que moi je considère que une part des solutions, mais je ne suis certainement pas la seule, c'est certainement dans la compréhension de la complémentarité des échelles entre territoire, quartier et bâtiment. C'est-à-dire que forcément, la question de l'aménagement, des investissements, de la résolution architecturale sont complètement imbriqués et indissociables. Donc là en l'occurrence, c'était comment faire d'une ancienne friche qui coupait en fait le centre-ville de Strasbourg et son quartier domestique, de le remettre dans un système en fait qui permette de fluidifier la ville et qui s'inscrivait dans une réflexion que Catherine Trottmann avait mis en place dans les années 90, je crois, qui était sur la question du transport. Parce que les villes de demain, en fait, on le sait, ça sera quand on arrivera enfin à apaiser la question des transports et trouver une fluidité. Là, en l'occurrence, donc c'était un ancien site industriel que je transforme. Alors, le concours qui avait lieu en 2014, c'était un concours européen, des architectes MBRDV, Zarbruch-Hutton, Guger, Jacques Ferrier et moi-même. La question était posée, c'était d'arriver à faire un quartier mixte, où là, il fallait exprimer des bureaux, des logements, des commerces, enfin, surtout faire quelque chose d'extraordinaire. Moi, vraiment, je pensais absolument pas gagner ce concours, réellement, parce que j'ai dit, non, moi, ça ne m'intéresse pas de faire une collection d'objets, une de plus, parce que je pense que le système que vous dénonciez, madame, sur la question des ZAC, qui ont été un mode de développement des villes, avec un systématisme d'avoir un équilibrage comme une recette, un peu de bureaux, un peu de logements, etc. Et puis en fait, on ne sait absolument pas ce qu'il va prendre. Et donc finalement, on fait des délaissés. Donc en l'occurrence, sur cette opération, où moi, ce qui m'a plus intéressé, c'était d'interroger le site, de dire il y a un ancien site industriel, il y a déjà un rapport à l'industrie qui a fait qu'il y a des générations qui ont connu ce site industriel. Donc j'ai attaché l'esthétique de mon bâtiment à l'esthétique du site. Et je considère que j'ai attaché en fait l'écriture du site par un basculement artistique, ça n'a pas l'air, hein, mais entre ce site et ma résolution architecturale, parce que autour des bassins, il y avait des signes blancs. Et moi, je fais des signes noirs. Et justement, à ce même moment, il y avait le film d'Aronofsky, Les Black Swans. Oui, mais ça a l'air de rien. Je trouve que en fait, l'architecture, c'est une sorte de terreau intellectuel et culturel qui fait qu'au fond, on retrouve des valeurs qui font que ça donne des raisons à l'architecture contemporaine d'exister. Donc là, en l'occurrence, je n'ai pas exprimé la diversité bureau, logement. Hein. J'ai surtout exprimé un bâtiment qui avait une logique, qui voulait s'installer dans la durée. Parce que je pense que le changement de paradigme, c'est la question du temps long dans les constructions. Et donc, qui avait la caractéristique de s'intéresser à la caractéristique territoriale. Donc moi, on m'a souvent dit, oui, mais vous voulez faire des Black Swans dans toute la France. Non, surtout pas. Ils sont ancrés à Strasbourg.
Et la seule particularité, c'est qu'ils sont très denses, ça offre une densité, mais en même temps, c'est à l'échelle du site. Il ne faut pas avoir peur de la densité. Les tours, elles se décalent les unes les autres pour ne pas porter ombre les unes aux autres. Donc c'est un peu des questions de bon sens. Puis après, ça permettait de relier le quartier du Strasbourg à Kiel. Là, en fait, donc Catherine Trottmann avait lancé, et c'est Roland Ries qui a accompagné ce projet, notamment avec l'arrivée du tramway. Donc le projet était bien né. C'était donc sur un site qui était déjà construit, mais qu'on reconstruit. Il y a en fait la question du transport qui est résolue, donc l'accessibilité à une densité, donc à la possibilité d'avoir des grands espaces publics, parce qu'on a densifié, donc on a libéré du sol, donc on a aussi, bon, alors là, ça c'était la préoccupation à l'échelle de la résolution architecturale, les rez-de-chaussée font plus 6 mètres de haut, parce que je considère que l'ancrage à la ville, ça se passe par cette disponibilité du rez-de-chaussée pour que dans le temps, soit ça fait des halls pour des bureaux qui sont prestigieux, ou pour les logements aussi, et pourquoi pas, et pour des commerces, la possibilité d'avoir des réserves en mezzanine ou des terrasses pour des restaurations. Donc en fait, la hauteur au rez-de-chaussée est un élément important. Et à l'échelle du bâtiment, la question de l'écriture. L'écriture architecturale, pour moi, elle était surtout retrouver cette idée que, donc comme je disais, le rapport au site était important, et que dans le temps, le bâtiment puisse évoluer dans ses usages, et qu'il soit surtout compatible au climat. Or, le climat de Strasbourg, c'est un climat chaud en été, très chaud, et assez froid en hiver. Donc la question de l'épaisseur du bâtiment assez épais, ce qui m'a permis de gagner la possibilité de faire des façades de qualité au même prix que des bâtiments en logement en enduit un peu plus loin. Simplement, c'est une question d'échelle, d'industrialisation du process qui a fait que j'ai fait des sortes de marquises en fait, qui sont mobiles en fonction des orientations et de la saison. Et surtout, c'est que tous les logements ou les bureaux ou les hôtels, etc., les résidences-services bénéficient d'espaces extérieurs, qui aujourd'hui s'avèrent être une condition assez importante, à la fois d'évolution du climat et des périodes qu'on a vécues. Moi, ce qui m'a intéressé, donc je vous disais, c'était un travail à la fois théorique et de prospective, c'était de considérer quels sont les invariants à cette disponibilité des espaces. Et il m'a semblé qu'ils étaient au nombre de 5, notamment changer en fait cette idée que les logements, c'était une fatalité qu'ils soient à 2,50 m sous plafond. Je ne vois pas pourquoi, parce que le droit à la lumière, c'est aussi bien quand on loge que quand on travaille. Donc d'avoir 3 mètres sous plafond, d'avoir une trame identique, ce qui fait que d'un point de vue constructif, on devient très économique. Et puis d'un point de vue dispositif de noyau et de sécurité, d'avoir des mesures conservatoires, parce que malheureusement, encore aujourd'hui, les normes sécurité incendie ne sont pas les mêmes, mais qu'on ait des dispositions, qu'on ne change pas le clos couvert et les dispositifs techniques structurants du bâtiment, qu'en fait, il n'y ait pas de cloisonnement. Donc c'est le 4e point, qu'on n'ait pas de cloisonnement qui nous empêche l'évolutivité intérieure. Et le 5e point étant cette possibilité, ce qui est en bleu sur le petit schéma, la possibilité d'avoir des espaces extérieurs pour tous. Alors, qu'est-ce qui bloque cette on va dire, diffusion de cette réflexion sur la question de la réversibilité? Aujourd'hui, il y a 3 points qui bloquent. C'est le cadre juridique, la question de la sécurité incendie et la question du cadre fiscal. Donc le cadre juridique, en fait, il a tenté, mais il n'a toujours pas atterri avec la loi ESSOC qui a promu en fait, l'idée de l'innovation, mais en fait qui n'a été appliquée que par 2 ou 3 projets au maximum pour essayer, avec beaucoup de délais et de complexité, de pouvoir avoir des opérations qui dérogent par rapport au cadre juridique actuel. Et parce qu'il faut avoir des effets équivalents, faire la démonstration, il faut des attestataires pour que ça puisse être entériné. Donc là, il y a quand même il y a des AMI, des appels à manifestation d'intérêt qui ont été lancés. Et maintenant, il faut absolument atterrir rapidement sur une règle commune entre bureaux, logements, tous les espaces domestiques, pour que le cadre juridique permette de faire des permis de construire à double, triple entrée. Après, il y a le cadre de la sécurité incendie. On dit toujours les pompiers bloquent. Moi, je pense qu'ils ne bloquent pas. C'est une question de simplification en fait, des normes incendie. Et c'est une problématique interministérielle qu'il faut juste faire atterrir. Donc là, j'espère qu'Elisabeth Borne va mettre un peu de simplification dans tout ça, sachant qu'il y a des tours à 50 mètres qui pourraient très bien héberger en fait, bureaux, logements superposés, et qu'il y a déjà
ces IMH sont dans les cartons. Il ne reste plus qu'à être mis en scène. Et ce qui reviendrait à ce que vous disiez, la possibilité de superposer les usages. Et je pense que ça, c'est une des clés d'un urbanisme plus serein. Et le dernier, qui est vraiment, mais là, qui est une bascule financière énorme, qui est la question au moment du permis, il y a des TVA différenciés entre bureaux et logements. Donc on arriverait à une régulation là-dessus. Évidemment, pour les investisseurs, c'est plus du tout la même donne, parce que là, en général, il faut qu'ils attendent 25 ans pour que la fiscalité d'entrée soit amortie. Alors, juste... Oui, je vous en prie. Ouais. 3 points en fait, que je propose sur la dimension, puisque je disais qu'il y avait 3 échelles complémentaires. Donc, à l'échelle d'un bâtiment, moi, ce qui me semblerait absolument important de mettre en scène, c'est donc la question de la hauteur, identique pour tous les espaces domestiques. Donc, au moment du permis, voilà, c'est tout. C'est un minima 3. Après, si on veut faire 4 mètres, pourquoi pas, hein, mais un minima 3. Après, homogénéiser, réglementer les éléments de sécurité incendie, donc le droit à la mixité des usages, donc la superposition des usages grâce à cette homogénéisation des réglementations. Harmoniser donc la question en fait des prélèvements fiscaux au moment du permis. À l'échelle du quartier, moi, il me semble qu'il y a peut-être aussi 3 mesures à considérer. Le droit à construire comme des équilibres de construction, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des reports de droit à construire, ce qui permettrait d'éviter en fait cet effet ZAC, où en général, forcément, les investisseurs sont amenés à bourrer, hein, à mettre plus de mètres carrés possible, sans avoir la possibilité de se dire, tiens, aujourd'hui, il y a une émergence, là-bas, soit je fais un jardin, ou je construis plus bas, parce que je suis par rapport à un quartier plus... Enfin bon, accompagner en fait ces histoires de droit à construire, ce qui se fait dans les pays anglo-saxons, et qu'on ne pratique pas beaucoup en France. Après, caler les constructions en nombre d'étages, et non pas avec le plafonnement des hauteurs, ce qui revient au premier point. Et troisième point, faire la démonstration de la réversibilité des bâtiments à partir de 1000 m². Forcément, ça peut paraître un peu... comment dire comme ça, un peu raide, mais je pense que c'est très faisable et c'est une possibilité qui permettrait d'avoir plus de... Comment dire, faire que la ville puisse se renouveler plus facilement dans le temps. Et la troisième échelle, donc l'échelle du territoire, il me semble que la question de simplifier les échelles de compétences et de décisions territoriales reviendrait à ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire valoriser l'action des intercommunalités, c'est-à-dire considérer que en fait, ce qui primerait, en fait, c'est cette logique collective de mise en commun, ce qui n'est pas encore toujours le cas, puisqu'il y a des calendriers différents entre celle du maire, celle des communes, celle des régions, enfin celle des départements. Bon, on connaît, il y a un millefeuille. Après, renforcer le maillage des services publics au plus près des intercommunalités. Donc ça revient, le deuxième point rejoint le deuxième point, c'est-à-dire accompagner la décentralisation en considérant que l'application en fait, des plans climat, des SCOT, qui existent, mais qui malheureusement sont très inégalement appliqués selon les régions, serait comment dire, renforcée par une sorte de... C'est pas l'idée que l'État revienne dire ce qu'il faut faire à chaque région, mais qui est une sorte de... soit un peu garant d'une certaine qualité, à la fois technique, et de préservation des ressources naturelles. Donc il y aurait une sorte d'équilibre en fait entre l'intérêt collectif national et la possibilité d'avoir une logique globale et en même temps vraiment circonstancier territoire par territoire. Et puis je crois que ça a été dit, reconquérir la lisière de nos villes, c'est-à-dire transformer effectivement ces zones commerciales qui en fait coupent, en fait contribuent au premier point qui était de se dire il n'y a pas de désirabilité en fait dans nos villes parce que déjà l'entrée des villes elles sont souvent massacrées. Donc comment on retransforme et on redonne la possibilité que la nature soit plus proche. Donc là il y a des enjeux assez intéressants au niveau du territoire. Voilà. Et je pense que la question de l'intervention à l'agence on ne défend plus des projets qui présentent justement cette capacité à être hybride, être mutant dans la durée. Voilà. Parfait, merci. On peut peut-être revenir à Jamel. Et là, vous maîtrisez parfaitement la zapette. Donc, et normalement, il vient juste après. Donc, sur quel bouton devons-nous appuyer ? Doucement. Et puis, et en bas. Voilà.
Jamel, est-ce que tu veux évoquer peut-être un projet ou deux projets pour développer un peu la méthode, l'approche de l'AUC sur dans cette problématique du renouvellement, de la reconquête? Je peux en évoquer deux. L'un qui est à l'échelle urbaine. Je reconnais Stanislas Landievel qui est ici, qui est à Lille, qui est l'usine Fifka et Babcock, qui est un concours qu'on a gagné, je pense, il y a très longtemps, en 2005. Et à l'époque, quand on gagne ce concours, la proposition que nous faisons, donc c'est une ancienne friche industrielle, je ne sais pas s'il y a l'image avant, voilà, c'est ça. Donc c'est, je sais pas, un peu moins de 20 hectares dans les faubourgs de Lille, faubourg de Fives, une ancienne usine voilà, métallurgique. Et quand on fait le concours, on pose juste une phrase, on dit « la démolition n'est pas un préalable ». À l'époque, on nous a pris un peu pour des fous, parce qu'un aménageur, en 2005, dans le cahier des charges, c'était plutôt garder la halle historique, et puis ensuite, on fait une opération d'aménagement un peu classique. Et donc, nous, on avait dit non, la démolition n'est pas un préalable. On démolit que si... on démontre que la question de la préservation et de la transformation n'était pas opportune, trop chère, trop complexe, etc. etc. Bon voilà, donc ce projet on l'a fait, hein. C'était pas toujours très facile parce qu'évidemment il y avait des vents contraires, mais je pense que Martine Aubry, maire de Lille, qui l'est encore aujourd'hui, a beaucoup soutenu ce projet. Et aujourd'hui on pourrait dire que c'est peut-être un des projets qui fait la démonstration, en tout cas qu'on peut passer d'un grand tènement mono-industriel au cœur d'un quartier ouvrier et qui peut devenir une sorte de machine à produire des usages extrêmement divers, comme un lycée hôtelier, comme des tiers-lieux, comme des logements évidemment, comme des lieux d'activité, comme une halle gastronomique, comme un passage couvert. Il y a une des halles qui est devenue un passage couvert. Comme un parc, on a récupéré toutes les eaux dès lors qu'on gardait toutes les halles. L'idée c'était de récupérer les eaux. Donc on a construit un énorme réservoir. Ensuite cette eau récupérée irriguait des jardins d'eau. Donc ça veut dire c'est un peu la démonstration de comment la ressource dont on hérite, on l'utilise pour qu'elle devienne un peu le moteur d'un projet nouveau. Donc voilà, donc ça c'est une échelle urbaine. Donc alors c'était compliqué, probablement que si on fait le bilan d'aménagement, il a coûté un peu d'argent, mais on était peut-être un peu trop à l'avance à l'époque quand on le faisait. Il bloque. Ah ouais. Ok, je voulais vous montrer juste un deuxième projet, mais pour faire aussi je ne sais pas si je l'ai ici. Là, si j'avance, c'est bon? C'est un projet qu'on fait à Bruxelles avec des partenaires bruxellois qui s'appellent 51 4 et Jaspers Ayers, qui sont des architectes, qui est deux tours de logement qui sont dans les quartiers nord, à côté de la gare du Nord. Un bâtiment qui ressemble étrangement un peu au Mercurial à Paris. Donc, ils sont un peu deux tours de bureaux des années 60-70. Alors, je ne sais pas si on l'a gardé. Hein. Oui. Tac, j'arrive. Voilà. Donc, c'est les deux tours qui sont en haut de l'image. Donc, ça, c'est une photo. Alors, vous savez, c'est toute la zone, les quartiers nord, c'est une des zones à Bruxelles où la question de la résistance urbaine a été la plus vive, parce que évidemment on voulait construire à cet emplacement une ville typique moderne, même sur dalle. Hein. Le premier projet c'était plutôt les voitures en bas, les piétons sur dalle, et puis ensuite des tours qui émergeaient. Donc on appelait ça un peu le petit Manhattan bruxellois. Hein. C'est donc l'époque de Bruxelles, capitale européenne, après l'exposition universelle. Et donc, voilà, c'est un concours. Hein, c'était ces deux tours que vous voyez là, qui étaient posées sur un socle en béton.
un peu très opaque. C'est un quartier qui est en train de beaucoup bouger parce que c'est, par exemple, le futur centre d'art contemporain qui s'appelle Canal, qui était l'ancien usine Citroën, est à 5 minutes à pied de ce bâtiment, de la gare du Nord. Il y a tout le projet Canal qui est juste à côté. Donc cette zone qui était un peu, encore une fois, un impensé un peu des Bruxellois, qui était un peu une zone noire dans Bruxelles, aujourd'hui, on se rend compte que ça peut devenir quelque chose qui peut bouger. Et donc nous, quand on fait le concours, donc avec mes amis de 51, on fait la proposition juste de garder les 2 tours, de les découper, de venir glisser entre les 2 tours un volume capable, donc un volume qui fait un peu plus de 20 mètres de large. Je ne sais pas si on le voit en plan, peut-être pas. Et ce volume capable permettait de proposer, donc là vous voyez un peu le rez-de-chaussée, comment il a été reconfiguré. Donc ça devient une grande serre froide, un peu qui est dans les parcours entre la gare du Nord et notamment toute la zone Canal, dans laquelle il y a des cafés, des restaurants, etc., etc. Mais je pense que là, voilà, c'est ce qu'on voit ici. Donc tout ça est en chantier et livré en 2024. Et je pense que la particularité du projet, c'est d'être extrêmement mixte. Et tout à l'heure, tu parlais de la superposition des programmes. Donc là, c'est plus que superposé. C'est un zèbre. On l'appelait zèbre parce que c'était noir-blanc, noir-blanc. Parce que le volume capable, c'est des doubles hauteurs de bureaux qui vont à chaque niveau rencontrer des niveaux de bureaux qui, eux, étaient assez bas de plafond, donc assez inadaptés. Mais entre les deux, sur chacune des tours, on a soit un hôtel, soit du logement. Donc on a une mixité bureau-hôtel, bureau-hôtel, bureau-hôtel d'un côté, et bureau-logement de l'autre côté. Et puis dans le volume capable, que du bureau, mais avec un confort et une générosité. C'est-à-dire les bureaux, ils font 5,20 mètres sous plafond. Et tout ça dans un modèle économique tout à fait réaliste. C'est-à-dire que celui qui fait ça, c'est un promoteur, c'est une foncière, c'est le propriétaire des tours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un modèle économique totalement réaliste. Donc à la fin, on a transformé un bâtiment, on l'a gardé, on a très peu démoli. Ce qu'on a démoli, on l'a recyclé pour 97% du béton démoli a été recyclé pour les nouvelles constructions. Et on est dans un modèle assez vertueux. Et aussi à cause du fait qu'on a un peu bâti cet écosystème, la région flamande a fait le choix d'installer tous ses salariés dans les 70 000 m² qui sont dévolus au bureau. Donc là, vous voyez un peu le nouveau volume avec le volume capable qui est double hauteur. Puis vous voyez le bâtiment existant, ou la structure du bâtiment existant qui est simple hauteur, où il y a un niveau de bureau, un niveau de logement. Voilà l'image, avec l'accès de la région, des bureaux de la région flamande, qui sont plutôt dans l'axe du volume capable, qui est ce volume central au milieu. Et donc c'est un hôtel standard qui va venir occuper la partie hôtellerie et qui va gérer l'ensemble du toit, qui devient une sorte de rooftop assez incroyable à l'échelle de la ville de Bruxelles. Donc oui, il y a moyen de... Si on part un peu de l'existant, alors évidemment, en face de nous, dans le concours, tout le monde démolissait et reconstruisait des objets probablement pas mal, nouveaux, mais on fait la démonstration qu'encore une fois, on peut juste réagencer un peu le monde qui existe et le transformer. Et à la fin, comme on travaille sur de l'existant, je pense qu'on devient presque plus créatif et presque on accepte des agencements plus étranges que si on devait construire totalement neuf. Donc je pense que ça ouvre un peu le champ des possibles. Très bien, merci pour cet exemple. On va demander à Alexandre Monin, puisqu'on est dans le champ des possibles. Je rappelle que vous êtes philosophe. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que ça veut dire, plus généralement, que de passer d'une société qui a vécu en expansion à une société qui est appelée à vivre en renouvellement? Oui, merci beaucoup. Un petit peu comme ça a été dit à l'instant, c'est passé peut-être d'un paradigme destruction-création, qui est aussi celui de la destruction créatrice, finalement, ce paradigme-là, à un paradigme où on se rend compte que cette destruction créatrice ne peut pas forcément être maintenue. Le monde qu'elle a permis de faire naître ne peut pas forcément être maintenu. En même temps, on ne peut pas non plus s'en dégager du jour au lendemain. Et donc, on est pris dans cette double contrainte de devoir trouver comment on fait autrement,
mais pas d'avoir les moyens évidemment de tout réinventer, de tout détruire pour tout reconstruire et d'être en même temps attaché à ce monde précédent, à ces infrastructures, à ces modèles, que ce soit des infrastructures matérielles ou que ce soit des modèles économiques ou que ce soit des imaginaires, ce qui a été mentionné tout à l'heure concernant la maison individuelle, et peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir, mais qui est en même temps lié aussi à des modèles économiques qui expliquent aussi cet attachement. Donc comment est-ce qu'on arrive à sortir de ce paradigme construction, destruction ou inversement, en basculant justement vers nous ce qu'on a essayé de théoriser en termes de, avec des collègues, donc Emmanuel Bonnet et Diego Landivar, d'héritage et de fermeture, c'est-à-dire de prendre à bras le corps cette question de la fermeture de paradigmes existants, mais qui n'est pas une destruction, qui est justement tout sauf une destruction, qui est apprendre à hériter de ces réalités pour en faire autre chose. Et donc évidemment ça percole pas mal avec des problématiques qui peuvent être celles de l'architecture ou de l'urbanisme. Et donc à apprendre notamment, par exemple, il y a un peu plus de 2 ans, une entreprise, puisqu'on développe à la fois un programme de recherche théorique, mais en même temps un programme de, on va dire, recherche-action dans le cadre d'une formation que je dirige, le Master of Science Strategy Design pour l'Anthropocène, dans laquelle nous proposons à des commanditaires de nous passer commande sur des questions justement de ce que nous appelons la redirection écologique, en lien avec tout ce que j'ai indiqué précédemment. Et un de ces commanditaires, c'était une entreprise, moi je peux la nommer, Arpastrans, une entreprise de conseil dans le domaine du bâtiment et l'immobilier, qui nous a demandé il y a 2 ans et demi de réfléchir à l'arrêt de la construction neuve en Île-de-France. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est intéressant au plan environnemental? Et si c'est intéressant au plan environnemental, comment ça peut se faire? Comment ça peut s'envisager par la suite? Et comment surtout on peut basculer d'une économie de la construction à une économie de la maintenance et de la réparation? Et quand je dis maintenance et réparation, ça inclut évidemment les aspects créatifs qui ont été mentionnés précédemment. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on crée, avec plus de contraintes, mais c'est peut-être justement là que la créativité vient à s'exprimer aujourd'hui, plutôt que d'itérer sur finalement un paradigme existant de construction. Et ce qui est intéressant, c'est que 2 ans et demi plus tard, ce qui était encore très spéculatif, il y a 2 ans et demi, c'était un sujet à la fois dans l'air du temps, qui avait un vrai ancrage, mais en même temps qui arrivait peut-être un petit peu tôt. 2 ans et demi plus tard, on continue à travailler évidemment avec des commanditaires, et parmi ces commanditaires, un industriel du BTP, et qui nous demande de réfléchir à l'évolution de son modèle économique, dans l'hypothèse justement d'une sortie d'une économie de la construction vers une économie de la maintenance et de la réhabilitation. Donc ce qui était très spéculatif il y a 2 ans et demi, aujourd'hui est quelque chose de beaucoup plus tangible. Il faut regarder effectivement comment ça se passe et toutes les ramifications. Vous l'avez indiqué, que deviennent les écoles d'architecture, par exemple, si on doit enseigner tout à fait autre chose à leurs étudiants. Et ça me fait penser à une réflexion, justement, il y a 1 an, qui m'avait été soumise, où je présentais justement nos travaux un petit peu dans ce contexte-là. Et puis, 2 enseignantes-chercheuses dans une école d'architecture à Marne-la-Vallée, Frédéric Moquet et Fanny Lopez, m'indiquaient qu'elles théorisaient ça en termes de passage du neuf vers le nouveau. C'est-à-dire l'idée qu'on va arrêter de faire du neuf, c'est-à-dire de nouveaux objets, de poser de nouveaux objets dans le monde. Il y a peut-être une saturation justement en termes d'objets, de matérialité, d'infrastructures, etc., etc. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on va vers un retour en arrière, une destruction de ces objets, un abandon pur et simple de ces objets, mais une reprise finalement qui amène à justement développer de nouveaux savoirs, de nouvelles pratiques, de nouvelles perspectives. Et c'est ça justement le nouveau. Donc le rejet du neuf n'est pas forcément un retour vers l'ancien, pas du tout. C'est au contraire un nouveau développement. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. Ça s'exprime particulièrement bien, je pense, dans le domaine effectivement de l'architecture et de l'urbanisme, mais on pourrait l'appliquer finalement aussi à tous les domaines. Donc voilà, c'est ça, c'est imaginer cette bascule, développer de nouveaux arts de la fermeture. Donc comment est-ce qu'on arrive à désaffecter certains usages, certaines infrastructures, pas du tout pour les détruire, mais pour imaginer, voilà, en hériter autrement, et donc ça veut dire composer autrement avec elles, et effectivement, dans ces espaces-là, ça veut dire imaginer cette nouvelle économie de la maintenance et de la réhabilitation, entre autres choses, évidemment. Bien, merci. Très intéressant ouvrage, héritage et fermeture. Je recommande à toutes et tous ici de le lire. Est-ce que parmi vous, Rachel peut-être, envie de
réagir à ce qui a été dit par Anne, Jamel ou Alexandre. Je suis ravie de partager la table avec eux, en fait, parce que je trouve que ça redonne un peu de la confiance dans la capacité, en tout cas des concepteurs, à imaginer justement des formes ou ce réagencement des formes, puisque ce que montrait Jamel, c'est ça aussi, à partir de bâtiments existants, finalement à la fois densifiés, puisqu'on a encore cet impératif souvent chevillé aux opérations, et parce qu'il y a la question aussi de la rentabilisation des modèles économiques, donc ça permet ça aussi. Et puis en même temps, donc, permettre encore une fois cette évolution, cette multiplication des usages, cette augmentation. Ça me fait penser aussi à certaines approches développées par d'autres bureaux d'architecture, d'urbanisme, qui parlent d'architecture augmentée aussi, et qui combinent autour de... Alors eux, ils sont plutôt sur de la production neuve pour le coup. Alors on pourrait leur suggérer d'aller plutôt vers le nouveau, mais et qui permettent de boucler avec ce qui était dit aussi auparavant sur les modèles et le passage justement à des baux à construction, avec peut-être des intermédiaires aussi qui seraient des exploitants qui eux-mêmes permettraient finalement de faire ce lien avec les usagers et de faciliter d'autant plus, une fois qu'on a finalement travaillé les objets, l'usage de ces objets. Voilà, donc non, je trouve ça plutôt encourageant. Ça me donne envie, moi, de montrer ça aussi aux étudiants, justement, de montrer aux futurs urbanistes que justement, il y a peut-être, il y a sans doute de nouvelles perspectives, et que à charge à eux aussi d'accompagner justement les territoires, les élus dans l'atterrissage de tout ça. Il y a un concept qui a été évoqué entre nous quand on a échangé pour préparer cette table ronde. Je crois que c'est Alexandre qui en avait parlé. C'était la suffisance intensive. On avait tous réagi à cette. Alors évidemment, hein, au-delà de l'excès de formules et de vocabulaire, mais quand on décortique le concept, je crois que c'est très, très intéressant. Vous pouvez nous en dire 2 mots, et puis ensuite Anne ou Jamel, si vous avez envie de réagir. Assez brièvement, puisqu'ensuite on passera aux échanges avec la salle. Bien sûr, la suffisance intensive, c'est un concept qui a été développé par un jeune collègue qui a d'ailleurs soutenu sa thèse hier, que j'ai plaisir à saluer, qui s'appelle Nathan Benkemoun. Et on a écrit un article ensemble pour articuler ça à une réflexion sur la sobriété. Alors l'article a été envoyé en décembre de l'année dernière. Depuis, il y a eu une inflation en matière de sobriété, avec des usages d'ailleurs pas toujours bien maîtrisés, mais ça, on ne reviendra pas là-dessus. Et l'idée de la suffisance intensive, c'est très simplement de dire qu'à côté d'une sorte on pourrait dire de sobriété extensive, c'est-à-dire cette idée qu'il va falloir diminuer notre empreinte à chacun, ce qui est vrai, alors qu'on peut calculer en termes d'empreinte carbone ou autre, hein, ça dépend après des indices, il y en a plus ou moins fins. Donc il y a une réalité à ça, il faut diminuer notre empreinte infrastructurelle, le poids de nos activités et de notre vie. À côté de ça, ça ne s'oppose pas nécessairement au fait de réinvestir d'autres dimensions qui ne sont pas forcément souvent évoquées lorsqu'on parle de sobriété. La sobriété heureuse, c'est le fait de dire mais en fait la sobriété, elle rend forcément heureux. Le fait d'être dans le moins, finalement, cette forme d'épure, ça rend forcément heureux. Moi, j'en suis pas sûr. Peut-être qu'il y a une partie de la population qui est sur cette ligne-là, mais je pense que tout le monde n'est pas sur cette ligne-là, et puis tout le monde ne peut pas se le permettre non plus, par ailleurs, pour des tas de raisons. Donc comment est-ce qu'on peut réinvestir cette dimension de la sobriété en pensant qu'avec le moins, on peut dégager du plus en termes d'intensité, de plaisir, etc. Et la suffisance intensive, c'est l'idée de dire qu'à côté de cette sobriété en extension, eh bien, on peut imaginer d'autres pratiques, d'autres rapports aux objets qui permettent justement d'intensifier une activité, d'intensifier aussi un plaisir un contentement qu'on peut en dériver, et donc de penser aussi une réinscription de la sobriété, sans oublier ce deuxième aspect justement d'intensification de la pratique, d'intensification du plaisir, d'intensification aussi parfois des usages, et ça peut être effectivement dans le fait d'imaginer avoir un bâtiment avec des usages multiples, d'avoir des reprises. L'exemple qu'on avait pris nous, parce que c'était un texte qu'on avait écrit pour le Centre national de la musique, c'était l'exemple de l'instrument de musique où finalement, une fois que j'ai acheté
je sais pas, une guitare, une flûte ou un violon, je ne vais pas en changer du jour au lendemain. Ça peut être un compagnon de vie. Et en fait, dans la répétition, il va naître une forme de maîtrise, de geste, d'où on va dériver un contentement, une satisfaction, un plaisir. Alors qu'aujourd'hui, le paradoxe, c'est que l'écoute de la musique, à l'inverse de sa pratique, est sans doute beaucoup plus coûteuse parce que ça suppose à chaque fois de relancer des vidéos, de relancer de l'audio, etc., etc. Donc, comment est-ce qu'on peut rebasculer de l'un à l'autre? Mais évidemment, ça peut s'appliquer à plein de domaines. Voilà. Est-ce que vous voulez réagir? Sinon, on peut passer... Dites-moi, non. Oui. Miss Vandero, il disait « less is more ». L'autre fois, j'ai lu un bouquin qui était pas mal, qui disait « less is enough ». C'est un peu la suffisance intensive, c'est-à-dire que moins, ça suffit. Et comme moi, j'aime bien aussi manier un peu la provocation aussi, c'est que je pense qu'aussi penser grand est aussi nécessaire à notre société. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à cette idée, évidemment que, on a trop accumulé de biens matériels, etc. C'est donc juste réajuster quelque chose qui était excessif. Mais penser grand, ça veut dire penser comment... c'est étonnant parce que moi, j'ai toujours l'impression qu'on est pris dans une urgence d'enlever... et donc l'architecture a beaucoup souffert en fait de cette préoccupation. C'est-à-dire que tout devait être ajusté économiquement. En fait, comme ça, du coup, on maîtrise les coûts. C'est complètement faux. Mais complètement. Parce que, d'ailleurs, c'était intéressant donc, que tu montres enfin, une transformation d'un bâtiment existant. Je pense qu'il y a cette idée, justement, que la question de la hauteur permettait de revitaliser un regard sur l'urbanisme. Qu'à une époque, on était vraiment... comment on arrive à tout resserrer. Là, on était à l'optimisation et on s'aperçoit que, du coup, on ne lui permettait pas de s'oxygéner. Alors que la réalité de la question de la densité, c'est réellement penser justement comment on dessert en fait ces normes qui n'ont aucune validité. Donc comment on pense grand pour justement plus d'économie. C'est paradoxal. C'est un peu comme c'est Villani qui parlait de quelque chose qui est contre-intuitif, qui disait que pour arriver à gérer des embouteillages, c'est souvent pas en augmentant le nombre de rues, mais quelquefois en supprimant certaines rues. Donc il y a quand même bien cette dimension en fait, qui est complètement contre-intuitive, qu'on devrait réinterroger aujourd'hui. Comment on pense grand, comment on pense nos territoires d'une manière généreuse, redynamisée, et ce n'est pas forcément plus cher, in fine. Donc je pense que la question du rapport au temps est complètement réinterrogée dans nos habitudes. Merci. La parole au public. On dirait que non. Bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, en tout cas, on est tous disponibles ici pour échanger avec vous. J'aimerais remercier les 4 participants de la table ronde. On a vécu un moment intéressant du point de vue de l'animation. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous. Merci pour votre patience. Et puis, la journée continue. Merci à toutes et à tous.